dis un mot sur la fonte globale des glaciers et les enjeux du changement climatique actuel. Ce qu'on sort comme données scientifiques, ce que publie le GIEC et qui est accessible à tout le monde, hein, ce que publient les scientifiques qui est accessible à tout le monde, c'est pas une bulle de scientifiques. Tout est public, tout est donné aux décideurs politiques, donc les politiques à tous les niveaux, ils ont accès à ce niveau d'information. Les glaciers sont en train de disparaître sur Terre à une vitesse astronomique qu'on ne pensait pas. La fonte des glaciers sur Terre, ils ont entre 1900 et aujourd'hui, c'est 23 cm d'eau en plus du niveau marin. Donc, je vous disais, les prédictions, enfin les quantités futures qui pourraient augmenter de plusieurs mètres. On a déjà ça de niveau des côtes partout sur Terre. On a une augmentation du niveau d'eau et donc l'érosion côtière, etc. C'est déjà 23 cm. Donc le changement climatique, c'est pas un truc qui est peut-être en cours et qui va peut-être arriver. C'est déjà majeur et c'est déjà en train de modifier complètement la planète. C'est un consensus scientifique total, hein. Aucun scientifique sérieux sur Terre ne conteste le changement climatique, tout est complètement avéré. Et on nous a fait croire volontairement pendant des dizaines d'années qu'il n'y avait pas de consensus scientifique, qu'il y avait des climato-sceptiques. La fonte des glaciers depuis 50 ans sur Terre, ce que ça représente pour vous donner en termes de volume d'eau, vous prenez l'Espagne et vous mettez une hauteur d'eau de 20 mètres. Ça, c'est la fonte des glaciers sur Terre depuis 50 ans. 20 mètres d'eau sur la surface de l'Espagne. Donc vous comprenez que ça contribue à rehausser le niveau marin, mais c'est vraiment des volumes d'eau qui sont gigantesques. Et donc là, notre glacier, il a perdu plus de 50% de son volume depuis 1850, depuis le petit âge glaciaire. Donc on a dit, il s'est aminci, il a perdu plusieurs centaines de mètres et ça continue. Et comme on disait, bah, malheureusement, il va fondre quoi qu'il arrive, parce qu'il a fondu pour l'instant moins vite que le climat s'est réchauffé. L'immense enjeu de demain est notre combat à nous, scientifiques ou citoyens, ou à vous au CAUE. Les glaciers permettent, je pense, de bien comprendre les enjeux de demain. On a deux grands scénarios climatiques qui se dessinent devant nous. Un scénario plutôt optimiste, moi j'appellerais tel quel, qu'est le scénario de l'accord de Paris, donc, je vais juste dessiner ça comme ça. Vraiment, les deux scénarios qui sont prédits par le GIEC, c'est à peu près ça. On est à peu près là, donc là on a déjà, quoi qu'il arrive, 1 degré de plus sur Terre. L'accord de Paris vise, avec des objectifs assez ambitieux en termes de modification des comportements au niveau national, etc., de limiter le changement global à 1,5 et 2 degrés. Donc ça veut dire qu'on double ce qu'on a là. Je veux dire, le 1 degré, ça a déjà fait perdre 50% d'un des plus grands glaciers français. Hein. Ça veut dire qu'à 1 degré supplémentaire, quoi qu'il arrive, les glaciers alpins vont prendre une claque. Mais on peut quand même en sauver une partie, mais quoi qu'il arrive. Et ça veut dire que tout se joue maintenant, là, sur les 15, 20, 30 prochaines années. Il faut qu'au niveau national et du local au niveau global, il faut des changements radicaux qui n'ont jamais été menés sur Terre en termes de changement de consommation de la planète, de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le scénario optimiste, mais qui nécessite, comme je vous dis, là, une révolution que l'humanité n'a jamais connue. C'est le problème le plus compliqué de l'histoire de l'humanité. À côté le Covid, ce ne sera pas grand-chose que les enjeux climatiques. Hein. Et que pour la première fois, il faudra penser collectivement, ce qu'on fait quasiment jamais sur Terre, long terme, dans un autre rapport à la nature, qui n'est pas un rapport où l'homme maîtrise la nature, qui va être de redonner de la place à la nature. Voilà. L'autre scénario, c'est que d'ici à 2100, si on ne fait rien pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, le climat se réchauffe de lui-même de 4 à 5 degrés. Donc on a déjà dit qu'avec 1 degré, on a déjà perdu des quantités astronomiques d'eau. Les glaciers, c'est vraiment le super indicateur pour comprendre tout ça. Mais ça veut dire que là, on va mettre un multiplicateur là-devant. Et donc ça veut dire que d'ici à la fin du siècle, là, vous pourrez dire à vos enfants, bah, moi j'ai vu les derniers glaciers. Enfin, on va les voir dans les prochaines décennies. J'ai vu les glaciers s'éteindre dans les Alpes. Donc je vous dis qu'il y a des conséquences locales et en cascade sur tout le bassin du Rhône, jusqu'après au niveau des mers, qui sont majeures hein, quand ces glaciers vont disparaître. Mais malheureusement, ce que prédisent les scientifiques, c'est que malheureusement, on va enclencher des processus naturels qui vont surréchauffer la planète. Je vous donne un exemple. Les glaciers, les calottes glaciaires sur Terre, c'est 10% blanches. Si on enlève 10% blanche de la planète actuelle qui contribue à jouer un rôle de frigo géant, hein, les glaciers produisent de l'eau froide et de l'air froid qui est redistribué sur Terre. Les glaciers, en étant blancs, ils renvoient énormément du rayonnement solaire. Si on enlève ça et on les fait fondre, bah, la fonte a généré leur fonte, mais entraîne une sur-réchauffement de la planète Terre parce qu'elle va absorber beaucoup plus de chaleur, parce qu'elle sera plus foncée. Donc on enclenche des processus qui font qu'on va aller vers
une fameuse, ce qu'on appelle la terre étuve. Hein. Nicolas Hulot, quand il a démissionné il y a 1 an et demi, il a dû utiliser 3 fois en 20 minutes le mot étuve. C'est ce qu'on prédit en tant que scientifique, c'est que très vite, on peut enrayer, et c'est encore possible, mais il va falloir faire des choses majeures en termes de révolution écologique, on va dire, ou de révolution de manière de vivre sur Terre, de vivre sur la planète. Si on ne fait pas quelque chose très vite, on pourra ralentir plus tard, mais en fait ce sera trop tard, on aura enclenché des choses irréversibles. Comme par exemple, un autre exemple, c'est la dégradation du permafrost en Sibérie qui va relarguer du méthane qui lui-même va... Enfin, et donc, ce qui se joue là, c'est en gros 2 grands scénarios pour l'espèce humaine pour la Terre. Soit c'est une Terre qui est un peu plus chaude qu'aujourd'hui, mais avec un climat qui est équilibré, et pour arriver là, l'homme il aura été contraint de retrouver un nouvel équilibre avec la nature et une nouvelle forme de respect avec la nature. Je crois qu'on est complètement sorti depuis l'ère industrielle et le capitalisme de cette notion de respect envers la nature. On ne va pas avoir le choix d'y revenir, ou alors on va vers une étuve, mais qui sera invivable. En ce moment en Méditerranée, vous l'entendez tout le temps aux infos, on a des problèmes pour gérer des flux migratoires qui sont de quelques dizaines de milliers de personnes. Je ne minimise pas la situation, c'est dramatique, la Méditerranée est un cimetière, mais écoutez ce qui se passe à Lesbos-en-Grèce, le centre des locaux a brûlé, on ne sait pas quoi faire des migrants. C'est des quelques milliers de personnes. Ce qu'on prédit avec ça d'ici à 2100, c'est des dizaines de millions de réfugiés climatiques. C'est pas quelques dizaines de milliers en Méditerranée. Donc nous, ce qu'on vous prédit, les glaciologues, c'est pas rigolo, hein. C'est un cataclysme, c'est le plus grand cataclysme social et environnemental de l'histoire de l'humanité. La Terre s'en remettra, hein. On est la seule espèce qui a généré ça dans l'histoire de la Terre. La Terre, elle s'en remettra, elle a déjà été plus chaude qu'aujourd'hui, elle a déjà été plus froide, c'est pas la question. La biodiversité, elle s'en remettra, il y aura une extinction de masse. On est la seule espèce aussi qui a généré une extinction de masse. L'immense question derrière tout ça, évidemment, c'est l'humanité. C'est les tensions liées à l'élévation du niveau marin, aux migrations climatiques, à la désertification, à l'accès à l'eau. Et les grands conflits du 21e siècle et du 22e siècle et tout, ce sera l'accès à l'eau, ou l'accès aux terres. Et donc, si on sauve ça, ça permet d'avoir un bon château d'eau sur la tête qui nous donne de l'eau une bonne partie de l'année et qui nous permet d'avoir pas trop de conflits. On dit qu'une goutte d'eau en Suisse qui tombe sur le territoire suisse dans les hautes montagnes va en moyenne, avant qu'elle arrive à la sortie du territoire, turbiner 10 fois. L'hydroélectricité, c'est la richesse de la Suisse, c'est la richesse d'une partie des territoires de montagne. Il y a plein d'enjeux éthiques autour de l'hydroélectricité, par rapport au débit réservé, on en parlait tout à l'heure, par rapport aux rivières, par rapport à l'urbanisme, par rapport à ce qu'on envoie comme territoire. Par contre, c'est une énergie renouvelable et qui peut servir complètement dans les enjeux de la transition des moyens de production énergétique dont on parle actuellement. Et stockable. Et stockable, voilà. Par contre, il faut complètement comprendre qu'on artificialise complètement les flux dans le temps et l'espace hydro. Et donc par rapport aux écosystèmes aquatiques, il ne faut pas s'étonner que c'est que moins 80% la biodiversité des écosystèmes aquatiques à l'Anthropocène, c'est qu'on a tout artificialisé. Donc ce que je vous disais, nous on se bat pour que le peu de naturel qui reste et qui apparaît avec la fonte des glaciers, qu'on le laisse en naturel. Il y a un papier qui est sorti dans Nature il y a 1 an de collègues suisses qui sont brillantissimes et qui disaient que face aux enjeux du changement climatique, il faut qu'on produise de l'énergie propre. Imaginons la fonte des glaciers partout sur Terre. S'il y a une bonne nouvelle à donner à ça, c'est qu'on pourrait mettre des très grands barrages dans certains bassins versants. Grâce à ça, on peut produire des gigatonnes. Donc réfléchissons à ça. Nous, on va essayer de rajouter une petite astérix à tout ça, tenant en compte des enjeux écologiques. Nous, on se bat pour la nature, c'est pas qu'une source d'énergie, c'est pas qu'une source d'eau. Si on perd ce stock d'eau en amont, on aura des conséquences fondamentales en cascade sur des centaines de kilomètres et sur tous les littoraux de la planète. Donc moi, je me bats à ma toute petite échelle, mais avec d'autres glaciologues ou avec d'autres acteurs de la société civile, pour dire qu'il faut absolument sauver les glaciers. On a quelque chose qui est le château d'eau de l'Europe qui est en train de disparaître sous nos yeux en temps réel. On ne se rend pas compte de ce qu'on perd parce qu'en fondant, ces châteaux d'eau, ils délivrent beaucoup d'eau, donc on continue à être dans l'opulence de l'eau à l'aval. Par contre, on va passer d'un seul coup à l'opulence du lot qui est permise par la fonte des glaciers à plus grand chose en août et en septembre. Et à l'inverse, là où le glacier et la neige jouent le rôle de stockage en fin d'hiver et en printemps, à savoir quand il pleut, ou beaucoup est stocké sous forme de neige dans les glaciers, là on va avoir beaucoup moins de stockage et donc les crues aussi, la gestion des crues va être fondamentale sur tout le bassin du Rhône en automne, en hiver et au printemps. Donc à la fois on aura moins d'eau en été et beaucoup moins d'eau en août et en septembre notamment. Et puis par contre on aura beaucoup plus d'eau à gérer et des questions d'inondation à gérer en novembre, décembre, janvier, février.
mars. Juste pour finir par rapport à vos missions des CIEA, que je ne maîtrise pas toutes vos missions, hein. Je pense que vous êtes des accompagnants majeurs des territoires face à toutes ces questions-là. La question du climat et de l'environnement, c'est la question numéro 1 de demain, mais largement. Et ben, nous, en Haute-Savoie, c'est difficile de se battre contre l'urbanisme. On est le département en France où cette folie de la consommation mercantile, elle est aussi foncière, territoriale, paysagère. Le paysage ici, c'est 80% d'anthropique. La Suisse est en partie mieux sur certaines choses. Oui, et typiquement, par exemple, sur le choix des transports, il y a eu des choix politiques suisses volontaires d'être pro-train, pro-transport public. On fait la guerre aux voitures. Vous pouvez pas il y a 0 place dans tout le canton de Genève. Le canton de Genève, c'est plusieurs centaines de milliers d'habitants. Il n'y a pas 0 place gratuite. Donc on fait la guerre aux voitures, quand vous êtes touriste vous devez payer, mais on fait comprendre qu'en fait avec une voiture, prenez des transports publics et on va vous aider, on vous met des vrais transports publics qui sont fiables, qui vont partout sur le territoire. Mais c'est vous des choix partez de politiques, Genève, en fait. vous allez dans les montagnes avec un train. C'est un choix politique, hein. Enfin, c'est rien d'autre que ça. Hein. D'un autre côté, le GIEC, le groupe d'experts internationaux sur le climat, c'est pas des écolos, hein. C'est des scientifiques à qui on a posé une question scientifique, est-ce que la Terre se réchauffe? Si oui, pourquoi? Et vers quand on va? Ils ont essayé de répondre froidement à ces questions, il n'y a pas des lobbies... De toute manière, on est bien d'accord que l'homme et son activité a augmenté la température. Ça, c'est une chose. Et même si on était dans ces fameuses vagues beaucoup plus grandes, quoi qu'il en soit, les problématiques de migration de population et d'augmentation des niveaux de l'eau et tout ça, ça existera, ça va venir et voilà. Thank you.